Et donc salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler des bases fondamentales pour pouvoir coder en Pinscript. Donc premier épisode, on va parler sur vraiment les bases, donc pour les débutants qui commencent juste à utiliser TradingView et qui veulent coder leurs premiers indicateurs ou stratégies. Donc pour commencer, PinEditor, on peut le retrouver ici en bas de l'écran. Actuellement, je suis sur la version Windows de TradingView. Donc alors quelques bases à savoir. Donc PinEditor qui se trouve ici en bas, on peut faire Open. On a trois templates, donc les trois scripts possibles entre guillemets. Donc on a indicateur stratégie et librairie. Librairie, on ne va pas s'en servir pour l'instant, c'est vraiment un truc qui est dédié à du codage pour des personnes expérimentées. Le plus simple c'est l'indicateur et après on a stratégie qui offre beaucoup plus de possibilités mais qui pareil est un peu plus complexe. Donc pour se faire la main, il faut mieux commencer à essayer de coder des indicateurs, essayer d'en récupérer sur la bibliothèque de TradingView pour pouvoir les modifier, les adapter à ce qu'on recherche pour son utilisation. Mais pour commencer, il y a quelques bases à avoir. Quand je fais Open et je crée un nouvel indicateur, j'arrive sur ce bout de code ici. Les deux premières lignes, on s'en fiche, on peut les supprimer, ça n'importe rien sur le code. Et ensuite, la première ligne qu'on trouve ici, le // version est égal à 5, c'est la version du script. TradingView a plusieurs versions qui a évolué au fil des années. Il y a eu la 2, la 3, la 4 et là on est actuellement sur la 5, donc je vous conseille d'être vraiment à jour sur vos versions. Ça permet d'avoir beaucoup plus de fonctions, moins de bugs, c'est beaucoup mieux d'être à jour de toute façon. Donc ça pour vérifier, à chaque fois qu'on utilise un script qu'on n'a pas créé nous-mêmes, on vérifie toujours la version qui est en haut et puis au cas où vous récupérez un script en version 4, ce qui est souvent le cas, ou en version 3. En cliquant sur les trois petits points en haut à droite, on a une option pour passer le script de version 4 à version 5 tout seul. C'est TradingView qui le fait entièrement, on n'a rien besoin de faire, c'est vraiment très pratique. Ensuite, après la version qui est obligée d'être détaillée en première ligne de script, c'est la première chose qu'on doit faire. Si ce n'est pas fait, il y aura des messages d'erreur. Donc faut vérifier qu'il soit bien là. Ensuite, on a ici indicateur entre parenthèses MyScript. Donc ça, c'est pour déterminer quelle est la nature du script. Donc on a vu qu'on avait stratégie, indicateur et librairie, et ben c'est ce qui va déterminer ces trois-là. Donc indicateur MyScript, ça veut dire qu'on a créé un indicateur. On peut faire stratégie MyScript, ça veut dire que ça sera une stratégie. Ça, c'est à déterminer qu'une seule fois en début de script. Il y a beaucoup de débutants qui font l'erreur d'importer d'autres scripts sur le leur et qui copie-collent entièrement leur script qu'il rajoute dans un autre, et du coup le indicateur est déterminé deux fois. Si on le détermine deux fois, ça met un message d'erreur, ça ne va pas fonctionner. Pareil pour la version. Ça, on l'écrit une seule fois sur les deux premières lignes du script, après on n'y touche plus. Donc quand c'est en bleu comme ça, c'est une fonction, et entre parenthèses, c'est ses paramètres. Quand je passe ma souris longtemps dessus, on a un petit détail de chaque paramètre qui peuvent être mis sur cet indicateur. Donc on voit en premier on a title, donc c'est bien MyScript, et puis ensuite on a short title, overlay, format, précision, scale, max bar. Ça je pourrais refaire une autre vidéo pour détailler les paramètres. Mais pour l'instant on va pas s'attarder dessus. Si vous voulez vraiment y regarder, on peut contrôle-clic sur la fonction, et puis on a le détail de chaque paramètre. Time frame, max bar, on a vraiment chaque paramètre détaillé, donc il suffit de lire pour savoir ce qu'il faut renseigner. Et puis en dessous on a un plot close, donc ça plot c'est une fonction pour afficher sur le graphique une courbe, ça on y reviendra aussi après. Donc j'ai créé un petit script pour voir les différentes bases de PinScript. Donc en haut, indicator, pareil, j'ai créé un indicateur avec comme titre MyScript, et puis à côté j'ai rentré un autre paramètre qui est overlay est égal à true. Alors pourquoi là j'ai nommé le paramètre et pas ici, j'aurais pu mettre title est égal MyScript, c'est que par défaut TradingView, quand on va rentrer les paramètres dans l'ordre, on va pas avoir besoin de dire quel paramètre est lequel. J'aurais pu mettre title, virgule, short title, par exemple MyScript, virgule, ms, virgule, true, ça aurait très bien marché. Mais si je veux ne pas utiliser le paramètre short title, je suis obligé de mettre une virgule et de déterminer le prochain. Donc ça c'est vraiment à comprendre. Si par exemple je mets une virgule, ça me donne toute la liste des possibilités, et puis là si j'ai envie d'utiliser le max line count, je suis obligé d'écrire max line count est égal le paramètre. Une fois qu'on a tout fait ici, pareil, overlay, c'est le paramètre le plus utilisé sur la fonction indicateur ou stratégie, qu'il faut vraiment comprendre. Il y a deux types d'indicateurs sur TradingView, ceux qui sont en overlay true et ceux qui sont en overlay false. Donc par exemple, en indicateur, on peut prendre tout simplement une EMA, on va vite fait voir la différence, ou celle-là très bien, et puis on va prendre un RSI, comme celui-ci. Donc là on peut voir qu'on a deux types d'indicateurs, un qui va être sur le graphique, donc là actuellement le graphique du Bitcoin, et un qui sera sur un autre graphique séparé. Alors quelle est la différence? La seule différence c'est qu'on a mis un à overlay true et un à overlay false. Le overlay true c'est celui qui va être sur le graphique, donc on dit qu'on va mettre nos informations
sur le graphique, et quand on met overlay est égal à false, donc par défaut, notre indicateur va être à côté sur un graphique séparément. On ne peut pas mixer les deux, on est obligé de faire deux indicateurs différents, bien sûr. Parce que si on aurait mis le RSI en overlay true, et bah le RSI qui oscille entre 70 et 30, et bah sur notre graphique du Bitcoin, il aurait été ici entre 70 et 30. Donc quand on analyse notre Bitcoin, et bah on voit pas les 70-30. On va pas descendre tout en bas pour voir où est notre RSI, c'est pas possible, en fonction des cryptos, en fonction de la monnaie qu'on regarde, on ne peut pas avoir le visuel, donc c'est pour ça qu'on utilise un autre petit graphique à côté. Donc ça très important à comprendre, on ne peut pas utiliser les deux en même temps. On est obligé de faire deux indicateurs différents pour les deux différents types d'overlay. J'ai mis des petits titres en slash slash. Donc qu'est-ce que c'est le slash slash? C'est pour mettre une annotation. Donc par exemple sur mon script, pour que ça soit un peu plus lisible, là j'ai créé 4 variables, et bah je vais mettre slash slash. Je peux leur donner un titre, variable, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut écrire ce qu'on veut derrière un double slash, ça sera pas pris en compte, ça sera juste pour nous, l'utilisateur. C'est pareil, par exemple, j'ai fait un test, j'ai créé une variable test pour tester un changement de couleur, un changement d'état. Je ne veux plus l'utiliser, je mets slash slash devant, elle sera plus prise en compte et on n'en parle plus. Au mieux de la supprimer et devoir le refaire plus tard ou ainsi de suite. Donc là j'ai créé 4 variables, open, close, high et low. Ces valeurs-là qui sont en rouge, c'est des valeurs données par TradingView. Donc open, close, high, low, c'est des valeurs de bougies traditionnelles. Donc sur un chandelier, on a le prix d'ouverture qui correspond sur une bougie verte, on va zoomer un peu plus à ce prix-là. On a le prix de fermeture qui correspond au haut du corps de la bougie verte, et puis après on a le low, c'est le bas de la mèche, et le high, c'est le haut de la mèche. Et on peut les récupérer grâce à ces 4 petits mots-là, open, close, high, low, sans majuscule bien sûr, et on peut les mettre dans des variables, on peut utiliser dans des calculs pour créer nos indicateurs. Ensuite, on a les couleurs. Donc ça, c'est pour par exemple changer les couleurs d'indicateurs, de courbes, de graphiques, ainsi de suite. On a toutes les couleurs possibles. On a des couleurs RGB avec un code. On peut faire n'importe quelle couleur qu'on veut. Et on a aussi la transparence qui est ici qu'on peut changer. Donc là, j'utilise la fonction color new, donc qui permet de déterminer une couleur plus une transparence. Donc là, j'ai écrit color new entre parenthèses. Je rentre bien sûr les paramètres entre parenthèses, donc là quand je regarde au-dessus on a color, virgule, transparence. Donc je dis color.blue pour récupérer la couleur bleue de TradingView, virgule, j'ai créé ma variable ctransp égale 0, et donc virgule, transparence, donc 0. Donc une fois qu'on a déterminé les couleurs, bien sûr on n'est pas obligé de les rentrer dans des variables, on peut les rentrer à la main après, mais c'est quand même beaucoup plus pratique après de juste utiliser des variables. On va voir tout de suite en dessous. Donc là, je crée une fonction plot, donc pour faire simple. Si par exemple j'ai une variable qui sera égale à 26 000, j'aurai un trait qui sera tout long égal à 26 000. Donc là, je plotte quoi? Quand on met la souris dessus, on a la série, le titre de ce plot et la couleur. Et pareil, line width, c'est la taille de notre ligne. Ça aussi, c'est en fonction des choix. Donc en premier, c'est la variable que je vais utiliser pour afficher la donnée. Donc là, j'ai marqué la variable open, donc qui est égale au prix d'ouverture de chaque bougie. Je lui donne un titre, open price. Je lui donne la couleur, rouge. Et je lui donne une grosseur de trait qui est à 2. Donc là, je sauvegarde. Et quand on tourne sur notre graphique, soit on le travaille ici, puis on peut faire direct Add to Chart, soit on travaille dans un autre onglet pour avoir un peu plus de place, et là on est obligé d'aller le rechercher dans l'indicateur, et de retaper le titre, je l'ajoute, et donc là on voit bien, on a les autres exemples, mais on voit bien notre ligne rouge qui vient retracer à chaque prix d'ouverture. Donc là on ouvre ici, notre prix vient là, on ouvre ici, notre prix, notre courbe revient ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là on a juste affiché une courbe avec une valeur donnée, donc là le prix d'ouverture. Et on lui a rentré tous ses paramètres. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir, c'est les inputs. Et en parlant d'input, on va pouvoir parler aussi de différents types de variables, parce qu'on en a, on va dire, 3 principales, et une quatrième aussi qui est pas mal utilisée. Donc, un input, qu'est-ce que c'est? Là, je détermine mon input bool. Donc un input bool, c'est vrai ou faux. C'est deux possibilités, 1 ou 0. Par défaut, qui a la valeur true, donc à vrai, et je lui donne un titre test bool. Cet input que j'ai créé ici, quand je vais dans les paramètres de mon script, je vais pouvoir le retrouver ici, test bool, avec une case à cocher ou à décocher pour faire vrai ou faux, true ou false. On va pouvoir l'utiliser aussi plus tard pour différentes applications. On a un input de couleur, donc couleur blue. Pareil, valeur par défaut, quand je mets ma souris dessus, on a def val pour la valeur par défaut, un titre, tout le type c'est un petit point d'interrogation. Quand on met la souris dessus, on peut donner des informations. Et aussi tous les autres paramètres, bien sûr. On va pas les revoir tous en détail. Un input int et un input float. Alors, ça aussi, c'est deux types de variables. On a les variables bool,
vrai ou faux. On a les variables de couleur, on va rentrer une couleur. On a les variables int et float, on va pouvoir donner un chiffre. Variable int, c'est un chiffre rond, pas à virgule. Et une variable float, on va pouvoir renseigner des chiffres à virgule. Quand on a besoin de précision, il faudra passer sur une variable float. Par défaut, si par exemple le lot je mets 10, la variable lot sera déterminée par défaut à une variable int. Si je mets 10,5, ça va le faire par défaut. Par contre, si j'ai envie de marquer 10, mais que j'ai quand même envie que ça soit une variable float parce qu'elle va fluctuer avec un chiffre à virgule, je vais être obligé de le déterminer. Et donc là, il va falloir mettre var int au début pour lui dire que c'est bien une variable integer. Donc pareil, valeur par défaut, un petit titre pour pouvoir s'y retrouver. Tout ça va bien. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Donc on a input 5 et 5-1. C'est des input int pour avoir des chiffres ronds, parce que j'ai pas besoin de précision dessus. Je leur donne un titre, je leur dis, alors là, inline et group, c'est pour faire joli dans le fichier de paramètres. Quand je vais dans mes paramètres, on a le titre indique 1, et on les a les deux sur la même ligne. On voit bien que là, ils sont tous un par un. Là, je peux mettre un titre, donc indique 1, et ils sont tous dans le même groupe. Donc là, on a tout dans la même ligne, ça permet de partitionner, ça c'est quand on veut faire des trucs un peu plus poussés, pour avoir des trucs jolis pour les utilisateurs. Valeur par défaut et titre, c'est ce qui vraiment importe. Donc j'ai créé ces deux inputs, donc qui sont stockés dans une variable, la variable input 5 et 5-1, et donc ensuite, grâce à ces deux inputs, je vais pouvoir créer mon premier indicateur. Donc par défaut, j'ai créé une EMA. Donc là, on est sur j'ai créé la variable EMA1 pour pouvoir stocker mes informations de mon calcul de EMA. Donc on a la fonction ta.ema qui permet de faire le calcul d'une EMA directement. Donc on l'a bien sûr détaillé ici. On a la formule qui est détaillée. Si je fais CTRL-clic, ça sera plus simple. On a la formule qui est ici, qui est faite, et on a donc ces paramètres, donc sources, qui vont rentrer tout simplement dans le calcul. Sauf que ça nous facilite la vie, on n'a pas besoin de l'écrire à la main. Donc on a la source, donc ça c'est les données, et puis on a la période, donc length. Donc là j'ai décidé de faire le calcul avec les valeurs close, donc prix de fermeture de chaque bougie, avec comme length, donc l'input 5 qui est égal par défaut à 10. Une fois que j'ai créé ça, mon EMA, j'ai fait mon calcul, très bien. Mais si j'ai envie de l'afficher sur mon graphique, je suis obligé de le plot. Donc plot, comme tout à l'heure, c'est juste afficher des données sur le graphique. Donc je plotte la variable EMA1, je lui donne le titre EMA1, et en couleur, je lui donne input 2. Donc là on a un input color. Je lui ai pas donné une couleur directement, j'ai envie de pouvoir la changer par les paramètres. Donc quand je reviens ici, j'ai mon input color qui est ici, j'ai mon test int qui est ici, j'ai mon length qui est ici, on les retrouve tous, et je retrouve bien mon EMA qui est dessiné en bleu, parce que mon input par défaut, je l'ai mis de couleur bleue. Par contre après, si j'ai envie de changer la couleur, je retrouve le titre que j'ai donné à mon input, donc la test color, c'est celui qu'on retrouve juste ici. Je peux cliquer dessus et choisir ma couleur. Par exemple, je veux donner la couleur orange à mon EMA. On voit bien que derrière, mon EMA est passé en orange. Mon EMA qui est de valeur 10, si j'ai envie d'avoir une EMA de 20 pour pouvoir faire mes tests et la visualiser sur le graphique, vu que j'ai mis un input dans le calcul de mon EMA, je le retrouve ici, length 1. Et si j'ai envie de changer une EMA de 10 et passer sur une EMA de 100, je rentre 100, je fais OK, et puis là on voit bien qu'on a une EMA qui est une EMA de 100. Donc tout ce qui est input, ça va servir à modifier directement sur le graphique, à gagner du temps on va dire. J'aurais pu ne pas mettre un input et le mettre en brut, donc mettre 20. Et puis là, je serai obligé de retourner sur mon script, de supprimer, de marquer 100, de faire sauvegarder, d'attendre que ça sauvegarde, que ça s'actualise, et là on aura bien le MA100. Donc bien sûr, tout ça c'est pour un gain de temps. On a vu que sur le plot on pouvait changer l'épaisseur de notre ligne, et bah là si j'ai envie de le faire, je vais pouvoir rajouter sur mon plot de MA virgule. Et donc là, vu que j'ai pas mis par défaut de, par exemple, style est égal, et vu que je suis à chaque fois à la suite, j'ai mon line width qui se met en surbrillance. En bleu là, on peut le voir. Et donc ça veut dire que c'est ce paramètre que je vais renseigner actuellement. Donc là, si je mets 5, ma largeur de trait sera égale à 5. Mais si j'ai envie que ça soit un input pour pouvoir le modifier, en fonction de ce que je fais, si je zoome, si je dézoome, ainsi de suite, et bah cet input là qui me sert pas, je vais pouvoir prendre la variable, le rentrer ici, et puis par contre en titre, et ben on va marquer line EMA, juste pour savoir ce que c'est, je sauvegarde. Notre script s'est bien sauvegardé et mis à jour, notre épaisseur de ligne s'est bien mis à 20, et si je la repasse à 1, paf c'est magique, on redescend sur une ligne hyper fine. Donc ça c'est l'avantage des inputs, pratique à utiliser, faut juste le faire correctement. Et donc c'était tout pour cette vidéo, on a vu les premières bases,
Si tu as des questions sur cette vidéo et si tu as des questions pour que je puisse expliquer tes problèmes dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à les marquer en commentaire. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et puis on se retrouve pour la prochaine. Salut!